Donc, ce sont des mesures qu'il faut prendre en soi pour éviter que cela ne se produise. Nous rappelons que c'était un séminaire d'échange. Si jamais des contributions, elles sont les bienvenues, s'il vous plaît. Je reviens, cette émission CD, c'est une contribution. Peut-être qu'il y a eu une omission aussi dans les réponses de M. Carlos concernant l'agencement des bâtiments, l'espace qui doit être entre 2 ou 3 bâtiments. Alors, nous, au Congo, nous avons les normes. Généralement, c'est 10 à 15 mètres entre 2 bâtiments. De telle sorte que le soleil assure aussi une très grande partie de la désinfection de la cour. Bien. Et puis, deuxième mesure, c'est la ventilation. On étudie, on n'expose pas les bâtiments directement au courant violent. C'est la façade latérale qui est exposée au vent violent. Tout ça, c'est pour éviter qu'il y ait une maladie qui se déclenche, par exemple, dans un bâtiment et qui va se transférer directement dans un autre. Et tout pour apaiser un peu la maman. Bon, nous, c'est peut-être une spécificité. Là où nous sommes, nous avons essayé de conclure quelques mesures préventives parce que la biosécurité, c'est aussi veiller à la santé du personnel. Donc, ce que nous avons fait, c'est souscrire un contrat avec le CECI le plus proche et avec lequel nos travailleurs peuvent aller se faire soigner le plus rapidement possible en cas de maladie. Et entre-temps, nous avons entamé des campagnes de vaccination du personnel pour tenter d'éviter les risques de zoonose. Donc, c'est parmi aussi des mesures qu'on peut prendre. Voilà. Je reviens toujours sur l'aspect du copeau, de la désinfection en cours. Bon, dans la pratique, ça je l'ai essayé dans mon propre élevage. Avant de placer le copeau, je saupoudrais de la chaux. Avant de placer le copeau, je saupoudre de la chaux. Et une fois le copeau est étalé, on fait un deuxième saupoudrage. Ça permet de réduire le risque de développement de beaucoup de bactéries parce que la chaux a aussi des propriétés désinfectantes. Donc voilà à peu près dans la pratique comment est-ce que nous procédons. Sinon, la difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est l'élevage des poules en batterie. Généralement, la logistique ne suit pas. Là où nous sommes, nous avons 10 hectares que nous avons destinés au maraîchage. En dehors de la vente des fientes, le surplus est déversé sur cet espace et on fait passer un tracteur, on fait des cultures maraîchères pour tenter de recycler et réduire un peu les mauvaises odeurs. Voilà un peu comment est-ce que nous procédons. C'est toujours vraiment parmi les mesures liées à la biosécurité. Merci infiniment, monsieur, pour votre contribution. Je ne sais pas s'il y a une critique sur les propositions données par monsieur. Les techniciens sont dans la salle, y compris monsieur Martin. Okay, so he came up with a contribution, and he said concerning the norms in the distance between two buildings in a rearing farm. So he said yeah, in Africa, most of the farmers use 10 to 15 meters away from two buildings, and that they also take into consideration the direction of the wind to also limit the movement of these bacteria from one building to another building. So that is one of the contributions he came up with. Yeah. Okay. There is a local product that is used to disinfect the litters. So what he said is he poured the product on the soil, then put the litters on it, then put back the product on it so that he can disinfect it. You mean at the beginning, before the before at the beginning. After that, the disinfectant, when the litter is dirty,
the disinfectant are used. But at the beginning can be a good measure to control in case there is a problem of the meat that the shavings are contaminated with aspergillus, with the fungus I mentioned before. Nevertheless, the distance, you mentioned the distance, I think there is no big difference. If the farms are 5 meters, 10 meters, 15 meters, or 20 meters, there is not a big difference. There are some microorganisms that they can fly. This is, they cannot fly, but they can be transported by wind. The main example of that is mycoplasma. Mycoplasma, it's not a bacteria, but it's similar to a bacterium that produce basically respiratory problems, coughing, sneezing, etc. When complicated with other bacteria like E. coli, it can produce mortality, CRD, chronic respiratory disease. And most of the, we can say, I cannot say 100%, but most of the layer farms, multi-age farms, when we have more than one flock in the same land, are contaminated by mycoplasma. I cannot say 100%, but probably 99% of them are contaminated. Why? Because this disease passes from the older flock to the younger flock, and they all get contaminated in the end. And I repeat, the wind transport this little bacteria from one house to the other. Also the workers and the people that is working transport it in the shoes, in the nose, in the eyes, as I mentioned at the beginning. Then this is the reason, because the multi-age farms, they are all contaminated with mycoplasma, which is very bad for the health of the animals. And the only solution to eradicate mycoplasma, the only way to eradicate mycoplasma from the farm is empty the farm. You remove all the birds from the farm. Even if you don't clean, you don't disinfect, after 3-4 days, mycoplasma disappears because they cannot live outside the animals. But this is impossible. In a multi-age farm, you cannot do that. It's impossible. And then I don't think the distance, when we talk about seriously about distance, you can talk about 100 meters in between farms. We have a breeder farm in Ghana, near here, the Hills. It's a partnership with other company, and the distance in between farms is something like 100, 150 meters in between the different houses. This is to prevent mycoplasma, basically, because mycoplasma passes from the mother to the chicken. And then you spread the disease in all farms where there is your chicken, if you have this problem. To avoid that, the distance is huge. And nevertheless, I'm not sure it's fully effective to have a big distance, like 100 meters. But in between 5, 10, 15 or 20, there is no difference. And there is no regulations. Even in Europe, there is no regulation. Il y a des infections respiratoires qui sont causées par cette bactérie. Je pense que le mycoplasma, voilà, qui est majoritairement transporté par le vent d'une ferme à une autre. Donc, avoir plusieurs bâtiments dans une même parcelle favorise le déplacement de cette bactérie-là d'une loge à une autre. Et maintenant, je pense que 10, 15, 20 mètres n'est pas du tout suffisant pour empêcher le développement de cette bactérie. En Europe, je ne vais pas dire 100%, mais environ 99,9% des fermes qui ont ce type d'emplacement, c'est-à-dire plusieurs fermes dans un même endroit, subissent le problème du mycoplasma. Donc, moi, je conseillerais que s'il faut même construire plusieurs, la distance pourrait être même de 100 mètres entre deux bâtiments, deux grands bâtiments. Maintenant, au niveau de la chaux, de l'utilisation, oui, c'est bien de mettre la chaux, de mettre le copeau et de remettre la chaux en haut. Au début, lorsque la litière n'est pas encore souillée, ça fonctionne bien. Mais dès lors que la litière est souillée,
ça n'a plus d'effet. Et maintenant, si votre copeau était venu avec ce fungus, cette bactérie-là qui attaque les poumons, elle commence à ressurgir et elle reprend le dessus et elle affecte maintenant votre ferme. Donc, pour un début, c'est bon, mais pour la suite, ça n'a plus d'effet. Merci. Des questions? Excusez, on a tout bien posé des questions. Donc, quand on est à quelque chose, je vais juste le compliquer. En réalité, il y a deux types de choses. Il y a la chaux vive et la chaux morte. Si vous prenez la chaux vive, vous mettez sur le visage, là, vous allez brûler. Donc, en réalité, c'est cette chaleur-là qu'on utilise pour la désinfection. Si vous prenez par contre la chaux morte, vous mettez dans votre élevage, il va remonter le pH du sol et les microbes vont se retrouver dans leur ambiance, dans leur milieu où ils seront beaucoup plus à l'aise. Et vous allez assister plutôt à l'effet contraire. Donc, il faut utiliser la chaux vive. Et la chaux vive assistée, c'est que dès que l'humidité, dès que c'est en contact avec l'eau, ça produit beaucoup de chaleur. Et cette chaleur-là qui désinfecte. Mais la chaux morte, un peu comme ce qu'on appelle la chaux agricole, lorsque vous mettez, ça remonte le pH. Et c'est le milieu, c'est l'ambiance où le microbe se développe le plus. C'est le milieu de confort des microbes. C'est juste ce que là, je peux. Merci, Dédé. Je rappelle qu'il y a des étudiants dans la salle. Hein. Bonjour. Je me nomme Ron Kibaka, je suis étudiant en troisième année à l'École nationale supérieure d'agronomie et de foresterie, en cycle ENSAF. Déjà, quand on voit le thème nous dit la biosécurité et la gestion des fermes. C'est juste une remarque et j'ai vu qu'on a beaucoup plus parlé de la biosécurité plutôt de la gestion des fermes. Et ma question est celle-ci. En ce qui concerne les normes de la construction d'un bâtiment d'élevage en poule pondeuse, quelles sont les normes et quel est l'emplacement exact d'une ferme avicole? Okay. Merci. Yeah. So he's insisting on the what are the norms in the construction of a firm for layers, and then where is the best, the best place where we can build a firm. It's a very vast question. Nevertheless, the norms on the construction of a layer farm are different in every country. I don't know the norms in Congo for sure. In Europe, for instance, depends on the country. Europe is not homogeneous. For instance, in some countries, the cases are forbidden. Like in the Netherlands, like in Germany, in Austria, in Scandinavian countries, the cases are completely forbidden. You have to go in an alternative system on the floor or aviary system. The most popular now is aviary system. In layers in cases, in the countries that cases are allowed, like Italy, Spain, Portugal, etc., there are also norms in terms of space. For instance, nowadays we have a special type of cages that they are called rich cages, where you have to respect, for instance, the density. You need to give 750 square centimeters per hen. You must do that. It's ridiculous, but it's what happens. There must be some place to scratch the nails inside the cage. There is a nest box inside the cage. You need to place it first, and then you regulations. Stupid regulations, but regulations in place. So the norms are different in every country. In Europe, are quite strict. In other countries, it depends on the country. To be honest about the norms in Congo, I have no idea. Ok, les normes en élevage varient dans chaque pays. Ça varie en fonction de chaque pays. Donc, je ne connais pas les normes édictées ici au Congo. Mais par exemple, il y a des pays en Europe où les cages comme
en Allemagne, les cages sont proscrites. Donc, on n'utilise pas les cages en élevage. Vous êtes obligé d'utiliser un autre moyen, l'élevage sur le sol et tout. Il y a des élevages, des pays où la norme stipule que la loge, la cage ou bien la loge des animaux doit contenir un certain nombre d'éléments pour que on puisse vous autoriser à élever. Par exemple, on va vous dire que votre loge doit avoir par sujet, vous devez avoir tel nombre d'espace pour le sujet et aussi il doit avoir un perchoir dans la salle, il doit avoir un pondoir forcément pour la poule, il doit avoir un espace où la poule doit gratter ses ongles et tout ça. Donc, chaque pays a ses propres normes que l'élevage doit respecter pour être autorisé. Donc, n'ayant pas la maîtrise des normes du Congo, voilà pourquoi je ne veux pas épiloguer longtemps dessus. Merci. Est-ce que quelqu'un dans la salle peut devrait avoir une réponse à la question? Puisque M. Carlos, ne maîtrisant pas les normes congolaises, se repère à nous qui sommes sur place. Justement, ici, bon. Alors d'abord la densité, c'est à peu près 5 poules au mètre carré. En ce qui concerne les poules pondeuses, 5 poules par mètre carré. Et je parlais un peu de l'orientation du bâtiment, de l'élevage, qui nous recommande d'exposer la façade latérale aux intempéries les plus fortes. En même temps, ça joue le rôle dans la gestion de l'ensoleillement, donc l'éclairement. Sur le bâtiment, on doit toujours avoir des lanternes, des ouvertures, pour faire dégager l'ammoniac. Parce que à l'intérieur d'un bâtiment, avec les fientes et tout, les gaz se développent et qu'il faut qu'ils s'échappent. Il y a aussi des dimensions des fenêtres. Le muret ne doit pas dépasser 80 cm. Et même ces variantes sont selon qu'on y élève les poulets de chair ou des poules pondeuses. Il y a toujours des variantes. Tous les bâtiments ne sont pas toujours destinés à l'élevage des poulets de chair. Maintenant, là où nous sommes en train de buter actuellement, par exemple en Europe, en Allemagne, l'exemple qui vient d'être cité, c'est la proscription de l'élevage en cage. Nous le pratiquons. Pour l'instant, on n'a pas encore eu des recommandations spécifiques interdisant cela. Mais par contre, dans la gestion des fientes, au moins 95% des fermes au Congo ont beaucoup de problèmes. Comment gérer les fientes? Parce que l'inspection dans plusieurs élevages nous montre qu'il n'y a pas toujours une fosse à lisier et qu'il n'y a pas un véhicule ou je ne sais pas quoi, une pompe spécifique pour aspirer, pour aller déverser là où on en a besoin. C'est maintenant que nous commençons à avoir un appareillage dans quelques élevages et qui sèche le fumier pour le vendre à l'agriculteur ou aux maraîchers surtout. C'est un dispositif qui commence quand même à se répandre, mais il est coûteux, très onéreux. Donc il y a ça. Maintenant, pour revenir un peu sur les spécificités du Kaolis, c'est au niveau, si vous voyez que les variantes, au niveau par exemple du prix de vente des œufs, c'est lié aux charges alimentaires un peu plus onéreuses, qui font que la production des aliments pose quelques petits soucis, en dehors des aspects techniques, mais il y a aussi l'aspect économique qui intervient. Moi, je pensais peut-être qu'en marge des mesures liées à la biosécurité, nous allons peut-être en discuter pour tenter d'aider et encourager les autres personnes aussi à se lancer dans les élevages. Merci. D'accord, merci monsieur. Il a posé deux préoccupations, comment que je réponds. Il a voulu savoir comment
évacuer les pions dans une ferme. Je ne sais pas si vous avez une réponse. How can we evacuate yeah, the manure, exactly, from the farm. This is normally the manure is used in the land, in general in Europe. But anyway, it is, anyway, it is a problem. The manure elimination is a big problem because you need a lot of land. You have to need agreement with many farmers that do some kind of agriculture to eliminate all the manures. In some countries, they create, for instance, in Ireland, they create biogas to use the manure to produce gas. You know, but this is from the economic point of view is not profitable. This is not a profitable thing. So they need subsidies from the government to maintain this plant. This would be one way, good way to eliminate the manure. But most of the times, in most of the countries, the manure is used as it is in the lands for agriculture, as a fertilizer. Alors, la fiente, généralement, c'est un gros problème pour l'éliminer parce qu'il faut avoir beaucoup d'espace, un très grand espace pour pouvoir éliminer la fiente. Mais dans la plupart des pays en Europe, elle est beaucoup plus utilisée dans un projet intégré, c'est-à-dire l'utilisation des fientes dans l'agriculture, les cultures des plantes et tout. Donc, ce qui facilite l'évacuation sans toutefois nuire à l'environnement. Excusez-moi, je prends quelques questions sur ce clip. Monsieur, bonjour, c'est Mécanidette, sur les verbes. Je voudrais quand même qu'on essaie de voir la possibilité d'associer une autre approche qui est très complémentaire et surtout adaptée au contexte africain quand on parle de biosécurité. Une chose est vraie, c'est que les mesures là, c'est ça qu'il faut respecter, mais entre savoir faire et faire, ça peut poser un problème. C'est vrai qu'on va faire ça pour éviter que la maladie puisse rentrer, mais je pense que adopter aussi une approche naturelle, c'est-à-dire l'utilisation des produits naturels pour renforcer le système immunitaire des sujets, de façon que malgré le travail qu'on aurait fait, et s'il y a des failles, on est sûr que la poule va résister devant ces genres de maladies. Ça peut être intéressant, surtout qu'on sait qu'en Afrique, nous avons des plantes du genre moringa et bien d'autres. Il y a même des protocoles qui sont en train d'être mis en place pour ça. Et surtout quand on a affaire à un petit cheptel, c'est une approche qui est quand même très intéressante. Et comme ça, on est sûr que, bon, si on a raté telle mesure, mais on peut rattraper ça parce qu'on a renforcé le système immunitaire du sujet et ça va éviter beaucoup de dégâts. Donc voilà un peu ce que je voulais proposer. C'est ce que nous sommes en train de faire déjà dans notre ferme, en train d'expérimenter ce genre d'approche. Merci. Merci, monsieur, pour le partage d'expérience. So he said there's another approach that they are actually experiencing on the field, that is to boost, to increase or ameliorate the resistance of the subjects, of the animals, so as to permit even if the biosecurity is not that effective, it will not easily harm the animal because their immunity have been ameliorated. And that also, since in Africa we have a lot of plants that are equally useful to increase immunity in the system, they are actually experiencing that equally on animals so as to increase their immunity.
so as to prevent also illnesses to affect. So I fully respect your opinion. I have a different view on that, on these natural products, but of course your opinion is very respectful, 100%. Je respecte pleinement votre opinion. J'ai une autre opinion en ce qui concerne l'utilisation des plantes et autres dans l'élevage, mais je respecte votre opinion. Ok. Je prie tous les participants de l'auditoire qui sont soulevés. Justement, on va parler de la biosécurité. Comme dans le précédent, pour éviter soit l'apparition de maladies ou de contamination d'atmosphère. Est-ce que cela peut expliquer la vaccination? We mentioned biosecurity as to prevent infection in our farms. Can that is a measure of biosecurity exclude the usage of vaccination? Not at all. Not at all. Vaccination, probably you don't remember at the beginning, I mentioned the main tools we have to prevent diseases are biosecurity and vaccination. Vaccination is extremely important in the farm. But to speak about vaccination, we need another meeting. We need another seminar to talk about vaccination. No, vaccination is crucial. Biosecurity doesn't exclude at all vaccination. It's very important to have a strong and tailor-made vaccination program to prevent diseases in your area. When I say tailor-made, adapted to the area where your farm is located. Vaccination is extremely important. Alors, la biosécurité n'exclut absolument pas la vaccination. À l'entame de mes propos lors de la présentation, j'ai dit qu'il y a deux mesures pour prévenir les infections. La première étant la biosécurité et ensuite la vaccination. Mais pour parler de vaccination, on va devoir organiser notre séminaire. Donc, mais sinon, la vaccination est une mesure très importante utilisée lors de la prévention des maladies dans nos différents fermes. Donc, ça n'exclut absolument pas. Donc, respecter les mesures de biosécurité et également les vaccinations qui vont avec. Merci. Nous allons prendre deux questions. Le monsieur a une contribution. Merci beaucoup. Moi, je souhaitais contribuer sur la question qui est posée par notre frère étudiant concernant les normes à respecter. Juste compléter le doyen, c'était juste respecter la direction est-ouest. Au-delà de ça, il y a aussi respecter aussi le vent dominant, la direction du vent dominant qui doit être perpendiculaire au bâtiment pour permettre notamment à l'ammoniac de pouvoir s'échapper. Au-delà de, c'est vrai qu'on a parlé de l'enterrement, mais généralement beaucoup de gens n'observent pas ça. Et du coup, il y a autre élément aussi à prendre en compte, c'est les auvents. C'est-à-dire l'espace entre les tôles où le bâtiment va s'arrêter et finalement les tôles aussi vont s'arrêter. Ça empêche que les pluies finalement puissent pénétrer à l'intérieur du bâtiment. Voilà, mais j'aimerais aussi profiter sur une petite question sur les produits, quels sont les produits naturels par exemple qu'on peut utiliser pour le nettoyage par exemple. La désinfection, merci beaucoup. Merci. So, he brought some contributions concerning the usage, the norms in Africa, in Congo, concerning the construction, and then also asked the question to know what are are there some natural products that we can use for disinfection? I don't think so. There is any effective for disinfection. At least I don't know any product that can be a natural product, I mean, based on plants or whatever, that is effective for disinfection. Unfortunately, we have to rely
on the traditional disinfectants. Okay, formalin is forbidden almost everywhere. So there are new disinfectants like glutaraldehyde, quaternary ammonium, many disinfectants that are quite effective. Natural ones, I don't know, and I'm sorry, I cannot answer your question. Donc, je n'ai pas la maîtrise des produits naturels qu'on peut utiliser pour la désinfection des femmes. Bon, j'ai connaissance des produits que nous utilisons d'habitude pour la désinfection qui sont efficaces, mais à ce qui concerne les produits naturels, je n'ai pas la maîtrise dessus. Oui, je pense ici, on est dans les débats pour life. Parce que dans les débats aussi, on fait une question. Il y a on parler de la biosécurité sanitaire, de regard étudiant, de la biosécurité vétérinaire. Là, on parle de programme de population. Et dans la biosécurité sanitaire, c'est vous pouvez laver les animaux, mais dans la loi, on ne va pas laver les animaux, on ne va pas laver le sang. Donc dans la biosécurité sanitaire, c'est la propriété. Vous lavez au savon, vous lavez l'eau, je suis sûr. Je crois que c'est cela qu'il s'agit. Donc je vais revenir aux étudiants pour vous dire que les thèmes qu'on utilise sont souvent adaptés. Lui, il parcourt beaucoup de pays d'Europe, alors dans notre niveau, ce n'est pas la même chose. Donc il peut avoir des langages qui diffèrent légèrement. Donc quand vous posez des questions, ici, il faut aller au fond de votre pensée pour qu'on puisse détecter ce que vous voulez dire. Donc on peut donc effectivement dire qu'avec la propriété, on peut donc utiliser l'eau, mais pas pour les pauvres. Pour les pauvres, mais pas les pauvres. Donc c'est ce que je voulais dire en complément. Ok, merci. Une dernière question. Just one word just to complete the answer to the gentleman there. Natural or non-natural products used for disinfection, the most important is to check if the house is well disinfected. Taking samples, as I showed you during the presentation. If after disinfection you take samples from the wall, from the wall, the floor, the cases, and everywhere, and you send to the lab for analysis for bacterial count, if it works, you will see that. So this is the proof if your disinfection was effective or not. Sampling. Alors, juste pour compléter la réponse qu'il vous a donnée, c'est que les produits soient naturels ou alors pas du tout. Le plus important est que la loge soit désinfectée. Et maintenant, il est donc important de vérifier après désinfection si effectivement la désinfection a été effective en prenant des échantillons envoyés pour analyse, pour voir, c'est-à-dire prenant des échantillons sur les murs, les parois, les cages, le sol, partout pour se rassurer que le bâtiment a effectivement été désinfecté. Donc, que ce soit des produits naturels ou pas du tout, le plus important, c'est la désinfection. Merci. Une dernière question. Il n'y a pas de femme. Bonjour. Je m'appelle Mélanie, je suis étudiante à l'ENSA. Au niveau de la désinfection, vous avez dit que lorsqu'on nettoie, après avoir désinfecté les lieux, on prélève, on met au laboratoire pour savoir si le lieu est impeccable, il n'y a plus de microbes. Maintenant, dans l'autre cas où on n'a pas la possibilité de prélever les échantillons et emmener au laboratoire, comment savoir que le lieu est propre et n'a pas de microbes? I don't think there is another way to know. Just if you don't have a lab that is able to analyze if the disinfection has been done in a proper way, you just have to trust in what you have done in the farm. There is no way to know, other way to know if the disinfection was efficient or not. Je ne pense pas qu'il y ait un autre moyen de savoir si c'est que la désinfection a été effective ou pas. Selon moi, je pense que le seul moyen, c'est au travers d'un laboratoire. Maintenant, si vous n'avez pas la possibilité de vérifier si la désinfection a été effective ou pas, je pense que vous allez tout simplement croire en votre désinfectant et essayer votre élevage. C'est tout.
Il y a beaucoup de questions qui pleuvent, mais nous sommes désolés de vous dire que le temps nous est imparti et nous allons poursuivre avec le programme de la soirée. Alors, mesdames, messieurs, merci pour votre attention. Merci à M. Carlos. Je ne sais pas s'il a un dernier mot pour nous, M. Carlos. Can you wrap it last message? Et last word? So the last message is basically, I think something that gentleman there mentioned about the vaccination. I think that both are complementary, vaccination and biosecurity. The issue is vaccination without biosecurity doesn't work. Biosecurity without vaccination, none of them individually are effective enough. What I want to mention is it's better, in my opinion, personal opinion, it's better to invest resources in good vaccination and a good biosecurity than invest money in medications. Medications are good when your person is sick, and then you need to treat them, you need to avoid them to die, then medications are very useful. And on the other hand, talking about antibiotics, the antibiotics available we have for poultry are very few, very few. If we overuse those antibiotics we have available at the moment, when you really have a problem, nothing works. Because bacteria, when you treat the birds with antibiotics, the bacteria develop resistance against that antibiotic. When you reuse it again because you need it, it doesn't work. So, let the medication that is very important when you have problems, not for prevention. Alors, comme message de fin, je vais dire que la biosécurité et la vaccination vont de pair. L'un, pratiquer uniquement la biosécurité avec beaucoup d'efficacité sans pratiquer la vaccination ne marche pas. Pareil pour la vaccination. Pratiquer la vaccination sans une bonne biosécurité ne marche non plus. Donc, il faut que vous ayez une bonne biosécurité et aussi la vaccination qui va avec pour que votre élevage soit bien. Et aussi, insister sur le fait que, selon moi, il est préférable d'investir sur la biosécurité et la vaccination que d'investir sur les médicaments, les soins. Pourquoi? Parce que en élevage de volailles, nous avons très peu d'antibiotiques qui sont utilisés pour traiter les animaux. Et maintenant, les poules, à un moment donné, développent une résistance aux antibiotiques. Donc, si vous utilisez tous les antibiotiques disponibles, ils vont développer, puisqu'ils sont fréquemment malades, ils vont développer une résistance à tous ces antibiotiques et le traitement ne sera plus effectif et vous n'aurez plus rien pour traiter la volaille. Les conséquences, c'est les décès des animaux. Donc, il est conseillé d'utiliser la biosécurité et la vaccination pour prévenir les maladies. Et maintenant, l'utilisation des médicaments vient uniquement lorsque les poules sont effectivement malades. Thank you very much. It's the best non-professional translation I've ever had in my life. Nous remercions une fois de plus M. Carlos qui a effectué un long voyage qui nous va nous accompagner ici ce jour. Ce n'est pas aisé si nous n'avons pas de métier. Il a bien voulu nous accompagner à travers la société sous les cours. Monsieur Philippe, un mot avant qu'on continue, ou bien après? J'espère que vous avez bien apprécié ce séminaire et que ça a été utile pour cette journée. On va maintenant manger un petit truc et puis après je vous invite pour une dernière session de 30 minutes pour parler de nouveaux produits qui sont arrivés notamment ici au Congo. Et puis on va clôturer la session d'aujourd'hui.
Et comme je dis lors du dernier séminaire à Pointe-Noire, nous allons continuer à faire ces types de séminaires, de workshops, parce que c'est important qu'on se réunisse, qu'on partage des connaissances. Nous aussi, on a autant à apprendre que vous, parce que ça reste un dialogue et pas un monologue. Donc, si vous avez des suggestions ou d'autres préoccupations ou des sujets que vous voulez aborder lors de la prochaine fois, n'hésitez pas à contacter les représentants Sodelco de votre zone ou directement vous venez vers moi. Comme ça, nous, on va emmener ça et je vais faire en sorte qu'on va préparer ces séminaires pour la prochaine fois et venir avec un technicien, que ce soit de l'Europe ou d'ailleurs, pour faciliter nos échanges et être plus efficaces pour grandir tous ensemble, parce que je pense que c'est ça le but ultime, qu'on puisse grandir ensemble. Merci. À présent, la sous-préfet, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a réellement, qu'est-ce qui se trouve dans le contenu et comment utiliser pour avoir un meilleur résultat possible. Alors, Koudis propose des aliments de haute qualité adaptés aux besoins des poules localement. Donc, c'est que toutes les poules, c'est souvent les mêmes. Donc, tous les calculs qu'on a fait dans nos aliments, ils sont basés sur la optimalisation et pour les bons résultats. Parce que nos nutritionnistes, ils font que ça, ils font que calculer les bons mélanges possibles pour que les rendements soient aussi le plus efficaces possible. Certes, souvent il y a des variations dans les prix, mais c'est souvent lié des matières premières dans le monde entier. À Chicago, il y a les traders, s'il y a un problème, ça fluctue. Ce n'est pas nous qui ne voulons pas vendre moins cher, mais c'est une logique des choses qui se passent partout dans le monde. Comme la guerre aujourd'hui Iran-Israël, ce qui se passe, le pétrole augmente. Pareil avec le soja, juste pour donner un exemple. Donc, nos spécialistes techniques donnent des conseils pour améliorer la production et c'est pour ça qu'on a des instructions des mélanges et je vous invite fortement de les utiliser. Vos représentants, ils ont tous
Et à chaque question, vous pouvez vous arriver chez vous, utiliser ces instructions de mélange. Quand vous voyez qu'il y a peut-être un manque d'une certaine matière première disponible, faites passer les messages. Eux font passer les messages à nous, nos nutritionnistes calculent, et à l'instant, vous avez la formule adaptée à vos besoins. Comme ça, vous soyez sûr que ça a été calculé et les concentrés que vous allez utiliser avec vos matières premières disponibles localement sont adaptés aux besoins de la poule. Bien sûr, le résultat est simple parce qu'on veut tous avoir un bon résultat. C'est coût des productions réduites, plus de bénéfices pour les éleveurs, une forte croissance de volume de production de volailles. Alors, on propose plusieurs produits, mais ici au Congo, ce qu'on produit, parce que comme il y a des matières premières disponibles, c'est justement le CMAV. Ce que vous voyez au milieu, nous on appelle ça concentré, mais ici on utilise plus le mot CMAV, et dans d'autres pays d'ailleurs aussi. Dans des pays où il n'y a pas de matières premières disponibles localement, notamment, par exemple, pour donner un exemple concret, au Gabon, ils n'ont pas de matières premières disponibles, ils sont obligés d'importer l'aliment complet, ce qui fait que les coûts deviennent très chers. Mais ici, vous avez la chance, le maïs est disponible, et le soja est disponible, et d'autres matières premières sont disponibles, donc vous pouvez passer au concentré. À côté de ça, on peut aussi proposer un pré-mélange, un 2,5% qui est aussi disponible, mais sachez que jusqu'à 97,5% des matières premières que vous allez mettre dans votre aliment fini vient de provenance localement. Ce qui fait que quand il y a une variation de qualité, vous avez une forte chance que l'aliment complet va aussi varier en fonction des qualités, parce que 2,5% et 100% et les prémix. Mais les autres 97,5% c'est qui vient qui est provenance ici localement. C'est pour cela un 5%, 20%, 30% permet de plus être sécurisé dans votre aliment complet en fonction de la variation de la qualité. Et un premix demande aussi un équipage des mélanges assez sophistiqués, parce qu'on met juste une petite quantité, et si c'est pas la qualité, si le produit est fini et pas homogène ou uniforme, les résultats peuvent être très médiocres. Ici au Congo, on a donc les galbus qu'on propose maintenant, c'est un pré-démarrage. On a les KDC 35-30% qu'on propose, c'est un démarrage qui est utilisé et pour chair et pour pondeuse. Et puis on peut passer à la phase de production au 20% ou au 5% qui est utilisé avec le soja. Effectivement, ça c'est pour la gamme volaille. On a aussi le produit porc, et effectivement on propose aussi le produit de poisson pour tilapia et poisson de chat. Donc s'il y a des éleveurs qui ont besoin de produits de qualité pour leur élevage et la pisciculture, n'hésitez pas d'approcher à vos représentants, et eux vont passer les messages et le produit va être disponible d'ici peu au Congo et à Kinshasa aussi. Comme dit donc, pour la poupe pondeuse, il y a les galbus, mais qui peut aussi être utilisé pour chair. C'est un granulé, un aliment complet. Il y a le CMAV 5% que vous connaissez, qui est utilisé ici souvent avec les tourteaux de soja. On a introduit un 20% ici au Congo Brazzaville, parce que les éleveurs ont l'habitude d'utiliser le 5% avec le soja, mais en face, à Kinshasa, ils ont plus l'habitude d'utiliser les 20%. Tout dépend en fonction des matières premières disponibles localement. Si le maïs est plus cher et moins cher, c'est à vous de voir, à vous de calculer quel produit est plus adapté en ce moment pour moi. Et puis il y a les 35-30% qui est utilisé dans la phase de démarrage, et d'ici peu on va aller dans les instructions de mélange et vous allez voir que ce produit est très bien à utiliser dans la phase de démarrage, parce que ça sécurise un démarrage jusqu'à 16, 17, 18 semaines.
Alors pour aller plus en détail, j'aimerais bien plus se focaliser sur les gladus parce que c'est un concept qui a été unique, qui stimule le développement intestinal des poussins, qui donnait de 0 à 10 jours, qui aide le poussin à avoir et à prendre une meilleure prise d'aliments et qui leur donne et permet d'avoir une meilleure croissance et un meilleur poids pour attaquer la phase de démarrage. Le gallus, c'est donc un granulé et qui est fabriqué dans l'usine avec une machine spécialisée. Et c'est vraiment un produit qui aide les éleveurs à bien débuter à leur phase de démarrage. Et commencer à investir dans un meilleur élevage et un succès pour avoir un meilleur rendement lors de la phase de la production. Et les gallus se trouvent ici, dans un sac de 25 kg, un aliment complet, rien à ajouter. On donne les gallus et le poussin vont prendre et vous allez voir la magie qui est incroyable. Donc, pour chair, on donne 150 grammes par poussin et pour pondeuse, on donne 100 grammes. Il faut toujours s'assurer que la nourriture soit toujours fraîche et donner des petites quantités chaque jour et suivre les instructions de mélange où vous sachez exactement quelle quantité il faut utiliser. Après, mélanger avec l'aliment de démarrage à partir du 5e jour pour poulet chair et jour 10 pour poulet pondeuse pour avoir une meilleure transition. Et on voit la différence qu'on peut avoir avec les gallus. Vous aurez donc un poids corporel élevé à la 5e semaine, déjà une bonne préparation, une production d'œufs élevée et en bonne santé. Et avec les gallus, le poids à 5 à 6 semaines et 20 à 50 grammes de plus par rapport à la moyenne. Surtout très important, vous avez une uniformité augmentée et plus de œufs et des os vraiment mieux améliorés. Et comme toujours, j'aime toujours avoir une petite vidéo, donc L'élevage est la clé d'une coupe réussie. Un bon élevage assure une période de prise durable et optimale. La période d'élevage s'étend de la première semaine à la 30e semaine de la période de ponte. Dans ce blog, nous vous présentons les éléments essentiels d'un élevage pour une ponte optimale. L'élevage peut être divisé en 6 phases. Préparation, prédémarrage, adaptation et vitalité. Démarrage, développement du squelette. Croissance, développement musculaire. Développement, puberté, transition, préponte. Avant l'arrivée des poussins, préparez la poussinière, démontez les rideaux de séparation, nettoyez bien les bâtiments et tous les équipements, retirez la litière de la pente précédente, réparez les trous et effectuez les travaux d'entretien, désinfectez le poulailler, créez une zone de couvaison avec uniquement des coins arrondis, chauffez la poussinière à au moins 34 degrés Celsius avant l'arrivée des poussins. Juste avant l'arrivée des poussins, placez suffisamment d'abreuvoirs et de mangeoires. Remplissez les mangeoires avec l'aliment pré-démarrage de cow dice, le gallus. Remplissez les abreuvoirs d'eau fraîche. Après l'arrivée des poussins, retirez les caisses et assurez-vous que les poussins aient suffisamment d'eau, suffisamment de nourriture et qu'ils sont confortables. Leur comportement indique s'ils sont à l'aise. Le bon développement des intestins favorise la croissance et la vitalité. L'aliment de prédémarrage, Galdus, est spécialement conçu pour stimuler le développement précoce de l'appareil digestif. Utilisez l'aliment de prédémarrage Cow Dice uniquement pendant la première semaine, puis passez progressivement à l'aliment de démarrage. Les 6 semaines qui suivent sont essentielles pour créer de la capacité et de la vitalité corporelle. Le développement du squelette se met en place pour la future qualité de la coquille d'œuf. Pendant cette période de démarrage, tout inconfort peut nuire à la phase de ponte. Veillez à ce que les températures de couvaison soient maintenues en plus d'une ventilation adéquate pour prévenir le stress. Après avoir terminé le développement de leurs organes essentiels, les volailles entrent dans la phase de croissance. Dans cette phase, les volailles augmentent leur consommation d'aliments et d'eau. Les besoins nutritionnels d'une volaille en croissance
croissance évolue graduellement. Passez progressivement à l'aliment de croissance en suivant les instructions de mélange disponibles sur le site de Cow-Dice. Veillez à adapter le nombre et la taille des mangeoires et abreuvoirs en fonction de la croissance des volailles. Après l'augmentation rapide de la croissance, vers l'âge de 10 à 12 semaines, la poulette entre dans une autre phase de sa vie, le développement et la maturation sexuelle. La phase de développement est celle où la poulette entre en période de maturité et augmente de moitié son développement physiologique. La ration alimentaire est stimulée par l'aliment de développement. Une ration alimentaire élevée est importante pour éviter un bilan énergétique négatif plus tard, au moment du pic de production, et pour que les poules atteignent leur poids optimal à temps avant le début de la ponte. Au cours de cette période, l'énergie est convertie en croissance musculaire et en développement des organes reproducteurs. De 17 à 18 semaines, les jeunes poulettes sont proches du début de la production d'œufs. La lumière du jour, couplée à l'augmentation de l'alimentation, stimule la production des œufs. Ainsi, proche de la ponte, les poulets doivent être transférés dans le poulailler de ponte avec un accès au lit de ponte et nourris avec les aliments de transition de Cow-Dice. Une augmentation progressive du calcium ainsi que d'autres nutriments spécifiques sont incorporés tout au long des différentes phases. Les volailles doivent passer par différentes étapes de transformation. Cette transformation se poursuit jusqu'à la 30e semaine, qui met fin à la période d'élevage. Lorsque des plumes de duvet se retrouvent au sol, ne les retirez pas. Elles vous aident à vérifier le comportement des volailles. Il est crucial pour les jeunes poulettes que toutes les phases de l'élevage se déroulent correctement afin d'obtenir dans les temps l'ossature requise avant les phases de maturation et d'entrée en ponte. Une poulette bien élevée est le résultat d'une bonne alimentation, d'une bonne gestion et de soins adéquats. Cela assure une base solide pour une période de ponte réussie et durable. Pour en savoir plus, contactez votre spécialiste Cow-Dice pour plus d'informations sur un élevage réussi. Alors, ça c'était sur l'élevage. Donc, pour les KBC 35-30%, les deuxièmes sachets, c'est utilisé pour poulet de chair et poulettes. Et c'est facile à utiliser parce que ça a une inclusion de 30 à 35%. Et pour les poulets de chair, on ajoute que du maïs. Donc c'est un produit assez facile à utiliser. Et quand on utilise ça pour les démarrages de poules pondeuses, c'est aussi un concentré qui stimule aussi la croissance et qui est facile à utiliser et pas beaucoup besoin d'avoir plus de sac. Et tous les acides aminés sont dedans, des minéraux, vitamines, donc pas besoin de rajouter aussi. C'est là souvent on conseille de rajouter plus, mais non, pas besoin. Tout est déjà dans le sac. Et ça permet aussi, avec ces produits de CMAV, d'avoir une meilleure digestibilité et aucune variation. Le 20% qu'on a introduit ici aussi également est utilisé, facile aussi à ajouter, uniquement utilisé avec le maïs et des calcaires et le son de blé. Si on voit que les tourteaux de soja, ça commence à être trop cher, peut-être les 20% peut être une meilleure solution. Tout dépend aussi des calculs que vous faites et le rendement que ça donne pour 1 kilo d'aliments complets. Le produit contient aussi tous les acides aminés, donc pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Et vous avez, donc lors de la phase de production, c'est constant, parce qu'il n'y a aucune variation, parce que vous utilisez 20%, et ça permet d'avoir plus de facilité. À Kinshasa, et je connais plusieurs de mes clients qui sont ici dans la salle, ils utilisent ça déjà, et les résultats sont déjà très très bons. Ça, ils utilisent ça depuis de nombreuses années. Donc c'est facile à utiliser. Donc n'hésitez pas à avoir, si vous avez besoin de plus d'informations, de vous rapprocher auprès de vos représentants sur Delco qui représentent Coudis. 3, c'est les 5% qu'on a ici aussi. C'est ce qui est utilisé ici. Donc je ne peux pas rentrer plus en détail, mais qui est souvent utilisé avec le tourteau de soja. Plus flexible, mais qui est important qu'il soit toujours bien
mélangé et heureusement bien utilisé avec les tourteaux de soja qu'il y a avec Codis, parce qu'utiliser les 5% avec les tourteaux de soja des Codis donne vraiment un meilleur résultat. Et je pense que plusieurs gens peuvent le témoigner. On a plusieurs agences à Pointe-Noire. On se trouve à Vidoulou et à Chimbamba. Et à Brazzaville, on se trouve à Kintele, non loin de l'université de Sassou Nguesso. Et on va commencer durant cette année et début de l'année prochaine d'ouvrir plus de points de vente pour créer plus d'activité avec vos fermes. Et comme ça, vous n'avez pas besoin d'aller trop loin et ça réduira les coûts de transport. Alors, nos instructions de mélange, je ne sais pas qui a déjà vu ce format dans le passé. Personne? Oh. Donc, nos instructions de mélange ressemblent à ça ici. Ici, on a donc pour toute la durée de vie, donc de 0 jours à 72 semaines, on a tous les mélanges qu'il faut faire le nécessaire et dans chaque phase. Par exemple, ici, de 0 à 12 jours, on utilise les Gallus, on donne 100 grammes par poussin pour pondeuse. Après, on passe à la phase de démarrage de 1 à 6 semaines. Et qu'est-ce qu'on utilise? Les KBC 35-30%. Et si on a la possibilité de bien mélanger, on peut utiliser les KBC G5%, qui est aussi notamment disponible ici. 35-30% à utiliser parce que voilà, on utilise 350 grammes pour faire 1 kilo. On utilise le maïs, le son de blé, et on est dans la phase de démarrage. Et à partir de la 7e semaine, on réduit la ration, on passe de 350 à 300. Les maïs restent les mêmes et on rajoute un peu de son de blé. Tout dépend aussi, il faut toujours bien calculer en fonction des matières premières disponibles localement. Après, on passe à la phase de développement où on va commencer à utiliser le 20% et les maïs également et le son de blé, on rajoute le calcaire. Ça, c'est dans la phase d'élevage. Dès que vous recevez donc les instructions de mélange par nos représentants, vous allez avoir toute cette phase-là. Donc, ici on parlait d'élevage tout à l'heure pour bien signifier, ok, ça c'est la phase d'élevage, et après on passe à la pré-ponte, transition, ponte et ponte 1, ponte 2. Des fois on peut skipper la ponte 1 déjà, je vais dire la ponte 2, mais il y a toujours la phase de transition qu'on peut mettre en place. Et dans la phase de ponte, pré-ponte, on utilise les KS 20%, on a toujours encore des maïs et des produits qui sont quasiment toujours notamment disponibles ici, souvent, et jusqu'à la fin. Ça, c'est notamment quand on utilise un 20% et il y a un 35-30%. Ces mélanges-là est beaucoup utilisé à Kinshasa, et je pense que ici à Brazzaville, quand le 5% il est là, ou quand on préfère le 20%, on peut passer à ces mélanges. Ici, on voit l'instruction de mélange avec les 5%. Également, l'élevage, on commence avec les Gallus, toujours commencer avec les Gallus pendant la phase de pré-démarrage. On passe au démarrage avec les 5% qui disposent, les 35-30%, excusez-moi. Quand les KBC, ces 5% est disponible, on peut passer à ça aussi. Et puis, on mélange avec les maïs, les sons de blé, jusqu'à ce qu'on arrive à la phase de production, on utilise les 5% et également utilisé avec notre tourteau de soja. Pareil ici, Gallus, KBC 35-30% et les KC 5%, les CRD 5% utilisés avec le soja agro. Donc ces 4 produits,
vous aideront à avoir un meilleur élevage. Et voilà. Pour poulet de chair, je finis par celui-là. Dès que vous commencez avec l'élevage de poulet de chair, on vous conseille fortement de commencer avec les gladus. Et ce qui rend ce mélange facilement, c'est qu'on utilise que les 35 ou 30% des KBC sur ces produits-là avec le maïs pendant plus de 42 jours jusqu'à la fin. Et c'est vraiment très facile à utiliser et ça donne vraiment une très très bonne croissance. Et on vous invite à essayer et utiliser. Concernant la gestion des stocks, des fois on a la place dans son entrepôt, des fois on n'a pas la place dans son entrepôt et chacun fait avec ses moyens qu'il a. On veut quand même donner quelques astuces. Pourquoi le stockage d'aliments est important? Parce que ça permet de conserver votre produit dans un meilleur état et de garder donc des produits très propres et d'éviter d'avoir des bactéries, des moisissures, et éviter que les rongeurs rentrent dans votre entrepôt. Donc c'est très important de faire attention de la manière comment on stocke, faire en sorte que les produits ne soient pas contre les murs pour éviter l'humidité, les mettre sur des palettes pour qu'il y ait la circulation d'air, faire en sorte qu'il y a des grillages, s'il y a la ventilation d'air naturelle, qu'il y a des bons grillages pour qu'il n'y ait pas des oiseaux qui rentrent, faire attention qu'il n'y ait pas des rongeurs qui rentrent, etc., pour avoir un sac dans un bon état, conforme au nom pour nous tous. Dans nos sacs, vous verrez qu'il y a toujours des tirettes. Ça vous permet de savoir qu'ils n'ont pas été ouverts. C'est des sacs très solides qui sont dans un plastique très conforme et qui ne se cassent pas, ou pas facilement. Quand vous voyez qu'il n'y a pas de tirettes, vous savez que ça a été ouvert et qu'il y a un problème. Mais nos sacs sont toujours bien cousus. Donc, comme je disais, l'important c'est de mettre les sacs sur des palettes en préférence, pas les mettre contre les murs ni les placer au-dessous d'une fenêtre où il y a le soleil qui rentre, les conserver dans un endroit sec et non humide. Et le mieux de l'empiler d'une manière qu'on voit toujours les étiquettes sur les sacs. Et comme ça, on sait exactement quels sont les produits qu'ils ont et les produits qui sont arrivés en premier, les mettre devant et ceux qui sont arrivés en dernier. Donc, protéger contre la pluie, inondation, humidité, comme je dis, la température, les moisissures, les rongeurs, etc., etc. Alors, en résumé, les mélanges ont été développés spécifiquement pour le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa, je les répète. On a vraiment fait des recherches pendant une longue durée d'années. À chaque fois qu'on vient, on récolte des matières premières, on les analyse et on calcule les ratios qu'il faut pour que la poule elle a son aliment le plus optimal possible. Quand il y a des changements ou des variations de matières premières localement, contactez vos représentants ou envoyez des échantillons. Nous, on va les analyser et on va venir avec des recommandations. On a des nutritionnistes qui font que ça et qui sont faits pour ça, pour donc calculer le meilleur ratio possible. Et les matières, comme je dis, les matières premières disponibles localement ont été analysées par notre laboratoire aux Pays-Bas et on sait exactement quel est le taux de protéines brutes, etc., le H, PET, consort. Et utilisez nos mélanges d'instructions. Si vous avez des questions, rapprochez-vous des représentants
Ils ont des instructions mélange les plus récentes possibles. Il y a eu de savoir-faire, il y a eu des calculs qui ont été faits. N'hésitez pas à les contacter pour ça et ils vont vous aider. Et s'il y a un changement, ils peuvent aussi vous aider. Et toutes les recettes de mélange ont été construites donc du jour 0 jusqu'à la fin de la production. Et ils sont, comme je dis, disponibles sur demande pour notre distributeur. Merci pour votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, c'est M. Moko Modeste. J'ai une question. Vous nous conseillez sur Gladys. C'est Gladys d'utiliser sur la phase de démarrage pente et poulet de chair d'utiliser Gladys, tout en sachant que les poules pondeuses et les poulets de chair ont une façon, on demande nutritionnelle, sont différents. On demande peut-être d'énergie ou bien des protéines. Est-ce qu'une fois utilisé ça, on n'aura pas de problème à la suite? Pas du tout, c'est un pré-démarrage justement. C'est un pré-démarrage utilisé 100 grammes pour poule pondeuse par poule pour pondeuse et 150 pour chair. C'est un aliment complet, donc c'est un aliment qui a toutes les nutritions valables qui sont valables et pour chair et pour pondeuse. Et pour les deux, vous aurez des très très bons résultats. Donc ça peut être utilisé pour chair et pour pondeuse. Merci. La rupture de stock, c'est vraiment un problème. Parce que s'il y a la rupture de stock, à quoi ça sert le travail qu'on fait? Parce qu'on ne peut pas nourrir nos bêtes et on a constamment une chute de production. On a travaillé pendant toute une année avec l'équipe Sodeco pour casser ces cercles vicieux. Donc il y a constamment stock disponible sur les marchés. Il n'y a plus la question de non-stock est finie. On a plusieurs entrepôts ici qui vous permettent d'avoir le stock sur place. Donc Koudis est disponible sur les marchés. Il y a suffisamment de stock et on travaille jour et nuit pour toujours avoir du stock ici disponible. Que ce soit à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Dolisie, à Kinshasa ou ailleurs, il y a des stocks qui sont disponibles. Donc la rupture, c'est un truc du passé. Comme complément, je voudrais vous signifier qu'au niveau de Brazzaville aussi, nous avons un dépôt pour approcher ceux qui se trouvent dans la zone sud, notamment après le pont de Dieu. Ils peuvent s'approvisionner au niveau de Bakongo, la rue Jeanne d'Arc numéro 5. Et au niveau de Kinshasa, je vais laisser la peine au directeur du GECO de préciser les adresses pour ceux qui se trouvent à Kinshasa, où ils pourront facilement trouver le produit sur place. Rue Jeanne d'Arc numéro 5. Kintélé, plus précisément juste en diagonale, après la deuxième station Total, la station de l'université, non loin de l'arrêt Carrefour, qui juste l'université Denis Sassou Nguesso, ça c'est Kintélé. Et Bakongo, c'est rue Jeanne d'Arc numéro 9, si je ne me trompe pas. Maintenant, au niveau de Kinshasa, je vais donner la parole au directeur de DGECO pour qu'il donne les adresses pour ceux qui se trouvent au niveau de Kinshasa de pouvoir se repérer facilement et se rapprocher sans souci. Et si je peux rajouter quelque chose, les adresses sont mises à jour sur notre page Facebook Sodeco et page Facebook Koudis Congo. Donc vous trouvez exactement les adresses des points de vente et les numéros. Et pour des questions, vous pouvez toujours donc laisser un message. Donc il y a des gens qui sont dédiés à vous répondre, mais les adresses se trouvent là-dessus. Donc à Kinshasa, nous sommes situés à la commune de Limité, donc 13e rue Limité, Radio Elikia, donc c'est sur les Frères. Et également à la commune de Kinshasa, avenue Dima, numéro 109, donc au marché des Zigila. Merci. Comme ajout aussi,
On a eu à présenter les produits, malheureusement nous n'avons pas eu l'occasion de faire parvenir un autre nouveau produit qui est un aliment pré-démarrage pour les porcs, le défi. D'ici demain, je pense que ça va se trouver dans tous nos points de vente pour ceux qui font un élevage de porc. Merci. La Sobeco et les TT qui vont clôturer la session. Le premier, Monsieur Matongo, c'est Raphaël. Avant le mot de fin, je voudrais revenir sur ce que notre responsable commercial, M. Nono Pascal, vient d'évoquer. Effectivement, la liste a été conçue bien avant le séminaire et il y a eu des enregistrements après. Donc, il n'y a pas de souci. Si les attestations ne sont pas retrouvées dans le lot, nous allons simplement enregistrer les noms qui n'ont pas reçu et vous allez recevoir vos attestations après. Donc, il n'y a pas de souci à se faire. S'il y a des gens de Kinshasa, nous allons transmettre à monsieur le directeur de DIGECO à Kinshasa, vous allez les recevoir. S'il y en a qui sont ici à Brazzaville, ce sera à notre technico-commercial, Madame Laure, qu'on a présenté tout à l'heure, et qui est au niveau du site de Kintélé. Vous allez absolument avoir votre attestation. Maintenant, pour ce qui est des t-shirts, il n'y a pas de souci, ça peut se faire rapidement. Je voudrais également élaguer un autre point, toujours avant la clôture. C'est qu'on nous a souvent reproché d'être en rupture de stock. Je pense que M. Philippe a été clair là-dessus. Nous avons travaillé pendant tous ces derniers temps pour qu'on n'ait plus ce genre de problème. Donc, nous sommes à mesure aujourd'hui de vous rassurer que les problèmes de rupture de stock rentrent dans le passé. Donc, vous aurez suffisamment de produits à tout moment. Nous avons pris les dispositions pour ça. Et en ce qui concerne les nouveaux produits, notamment les 20% au niveau de Brazzaville, les Galdus et les Creep Feed, nous voulons également que ensemble on mette en place une politique, n'est-ce pas, de pénétration de ce produit-là sur le marché. Donc, tous les partenaires, éleveurs comme vendeurs, qui veulent bien qu'ensemble on travaille ce produit, nous allons mettre en place une stratégie d'accompagnement. Une stratégie d'accompagnement, de bonus, de gadgets publicitaires pour accompagner les nouveaux produits. Donc, n'hésitez pas de vous rapprocher de nous afin qu'ensemble on puisse travailler ces nouveaux produits. Troisième chose à élaguer, c'est au niveau des prix. Alors, très souvent également, on nous dit les produits sont de très bonne qualité, nous n'avons rien à dire, mais les prix sont élevés. Alors là aussi, je voudrais dire que la qualité a un prix. Et il faut bien qu'on comprenne que avec tout ce qui a été dit par M. Philippe, notamment au niveau des analyses, de la maîtrise des intrants sur le marché et des stratégies de formulation qui ont été mises en place, tout ce travail technique et scientifique qui est fait derrière pour accompagner les éleveurs, évidemment, tout ça a un prix. Et le plus important, et c'est là où je voudrais attirer votre attention, le plus important, ce n'est pas d'avoir un produit moins cher. Mais le plus important, c'est de vous rassurer que le produit que vous prenez va optimiser votre production. Parce que pour une différence de 250 ou de 500 francs, il ne faudrait pas que vous baissiez votre niveau de production. Si vous pouvez acheter un produit parce que sa qualité est bonne et qu'à l'achat, il y a peut-être 500 francs de plus,
alors que votre production va doubler. Je pense qu'il n'y a pas de comparaison à faire. Donc, non seulement il y a la qualité du produit, il y a les formulations qui sont disponibles, mais derrière, il y a un service après-vente qui consiste à vous accompagner et à discuter ensemble des problématiques rencontrées sur le terrain pour trouver des voies et moyens d'accompagnement. Tout ça contribue à ce que notre ferme, notre projet d'élevage soit rentable au bout du compte. Donc, ce qu'il faut viser, c'est la rentabilité. Donc, je voudrais qu'on ne soit pas bloqué pour ce genre de préoccupations, mais qu'on se pose simplement la question, quel est l'impact du produit Coudis sur la production dans ma ferme? Quel est l'impact du produit Coudis sur la rentabilité? Donc, une fois que je l'ai dit, vous allez me permettre maintenant de remercier notre expert qui nous a accompagnés tout au long de cette journée. Nous voulons lui dire merci de par la pertinence et la qualité de son exposé. Je pense que nous tous qui sommes ici, experts du métier comme débutants, nous avons certainement gagné quelque chose dans ce qui nous a été dit. Je voudrais remercier également, comme je l'ai fait au départ, M. Philippe pour sa disponibilité et son engagement à nous tenir la main, à nous accompagner avec toute l'expérience dont il est propriétaire aujourd'hui pour qu'ensemble on puisse grandir, comme il a toujours dit. Parce que notre slogan, c'est grandir ensemble. Je voudrais également tirer un coup de chapeau à tous mes collaborateurs, le directeur technique, le responsable commercial et technico, et tous ceux qui ont contribué à ce que l'organisation de ce séminaire soit une réussite. Je voudrais vous remercier également, vous, chers partenaires, qui croyez en ce que nous faisons et qui êtes convaincus que personne ne peut réussir seul. Je voudrais vous remercier parce que vous nous faites confiance et vous pensez que par cette chaîne de solidarité, par cette chaîne de complémentarité, nous allons réussir tous à faire grandir nos projets. Je termine en vous disant toute la reconnaissance de la société Sodelco parce que vous savez que sans vous, Sodelco ne serait rien. Ça a été un plaisir de vous avoir ici ce soir et j'espère que lors des prochaines occasions, vous serez encore plus nombreux. Merci à tous, merci aux hommes des médias. Bonne soirée à tous. Chers partenaires, après les mots de M. le directeur général de Sodelco, nous allons vous inviter avec l'honneur qui est le nôtre à une séance de photos qui se fera à l'extérieur.